Salut, c'est Mike, bienvenue dans le podcast des codeurs nomades, le podcast des personnes qui veulent apprendre à devenir codeur, à devenir freelance et vivre en tant que digital nomade ou tout simplement de vivre tranquillement à la maison. Enfin bref, on peut vivre un peu comme on veut grâce à la programmation. Donc c'est le podcast des personnes qui veulent devenir codeurs. Alors, un podcast qui revient dans les conditions un peu plus normales. Je pense que le son sera un peu meilleur que les podcasts précédents où j'étais sur les îles Gili avec un peu de vent et un micro cravate. On revient un peu en mode un peu plus classique. Là, je suis de retour dans ma villa à Bali. Donc, un podcast aujourd'hui assez important puisque je reçois souvent cette question. On me demande mais quel langage choisir quand on est débutant? Alors j'en parle souvent mais je suis obligé de refaire encore un podcast là-dessus parce que je reçois tellement souvent cette question. Et on me demande aussi, on me dit aussi voilà, on m'a conseillé le C, le C++. Alors pour l'école, je crois la piscine pour l'école 42 on fait beaucoup de C. Alors est-ce que je dois faire du C? Est-ce que je dois faire de l'assembleur, du PHP, etc. Donc je reçois souvent cette question. Moi à titre personnel, tu vois, j'ai commencé par de l'assembleur. Je sais pas si tu vois ce que c'est l'assembleur. L'assembleur c'est un langage un peu d'électronique. Après, à vrai dire, j'étais en électronique en terminale, je crois électronique, je sais plus comment ça s'appelait, tu vois. Et du coup, on faisait de l'assembleur et je crois du VHDL, un espèce de truc un peu qui ressemble peut-être à du C ou je sais pas trop quoi, tu vois. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais rien capté, j'avais capté un petit peu 2-3 trucs, mais bref, ça m'avait vraiment presque déprimé, ça m'avait vraiment dégoûté de la programmation. Et je sais qu'après le bac, justement, j'avais pas envie de faire de la programmation. Je m'étais même orienté vers un DUT, je crois, comment ça s'appelle, télécom réseau ou quelque chose comme ça. Alors peut-être que toi aussi tu te poses cette question, peut-être que tu vois, tu as peur aussi de partir dans la mauvaise direction, tu vois, tu as peur de choisir le mauvais langage, tu as peur d'apprendre un langage qui va servir à rien. Eh ben, je vais te donner un secret. Alors là, c'est vraiment un secret révolutionnaire. J'en ai jamais parlé, tu vois. C'est le meilleur langage pour débuter, c'est le HTML, CSS. Non, je déconne. Je sais que c'est pas un secret révolutionnaire. Je t'en ai parlé 50 000 fois du HTML et de la CSS. Et pourquoi je réinsiste là-dessus, c'est qu'il y a des personnes qui me disent mais non, mais je peux pas trouver du boulot avec le HTML et la CSS. Mais le HTML et la CSS, pourquoi c'est si important? Car la plupart des développeurs, la plupart des personnes qui abandonnent le dev, elles abandonnent parce qu'elles trouvent que c'est trop compliqué. Tu vois, je dis souvent le dev c'est facile. Je devrais plutôt dire le dev c'est simple. Le dev c'est simple parce que finalement t'as pas de barrière à l'entrée. Tu vois, le dev c'est simple, tout est en ligne. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas une documentation d'un langage qui n'est pas disponible sur le net. Tu vois, il n'y a pas, comment dire, il y a pas une doc d'un langage qui est bloqué via un accès que tu dois payer ou quelque chose. On te dit oui, tu dois payer pour avoir accès à une doc ou à telle chose. Dans tous les langages, toutes les docs, elles sont disponibles gratuitement en ligne. Donc c'est, comment dire, c'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est pas quelque chose. Enfin, tu vois, je dis souvent c'est simple et c'est facile, mais c'est pas le bon terme. Je pense que c'est quelque chose de simple. C'est juste que, comment dire, si tu prends par exemple le métier de boucher, je sais pas, tu prends le métier de boucher, c'est pas un métier simple. Pourquoi c'est pas simple? Parce que c'est un métier réglementé. Demain, tu peux pas être boucher comme ça, tu vois. Il faut trouver une école, il faut peut-être passer un test, je sais pas, pour entrer dans l'école, il faut être accepté. Peut-être qu'il te faut un brevet des collèges ou je sais pas, tu vois. Ensuite, il faut valider un diplôme, faut faire un cursus, tu vois. Donc, finalement, c'est pas simple. Par contre, est-ce que c'est facile? Enfin, j'en sais rien si c'est facile le métier de boucher. Je connais pas de boucher, mais en tout cas, pour te dire le ticket d'entrée, enfin le fait de devenir, de rentrer dans ce métier, c'est peut-être plus simple finalement d'être développeur que d'être boucher, tu vois, par exemple. Et je juge pas le métier de boucher ou quoi que ce soit. Tout ça pour te dire que devenir codeur, c'est simple, c'est juste une suite de choses à connaître. Tu vois, c'est une pyramide, une espèce de pyramide, tu vois, où tu as des bases et puis tu accumules. Enfin, je sais pas si la pyramide, c'est le bon exemple, mais en gros, devenir codeur, apprendre à coder, c'est un empilement de données, de technologies que tu empiles les unes sur les autres. Et tu as des technologies qui sont un peu dépendantes des autres, par exemple. Je sais pas, moi, par exemple, si tu prends le PHP, il y a une dépendance avec le HTML, tu vois. Donc finalement, les plus grandes barrières, tu vois, je pense que les plus grandes barrières, elles sont plus psychologiques, tu vois.
Elles sont plus psychologiques. Je pense tu vois, on surestime un peu le métier de développeur, tu vois. Donc ça, on croit vraiment que c'est un truc de fou. On se dit, waouh, c'est un métier, non, c'est pas pour moi, tu vois, faut vraiment. Et moi, j'ai été comme ça, tu vois. Je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou et tout, tu vois. Donc ça, c'est une des plus grandes barrières. Ensuite, comme je te disais, tu vois, les prérequis, tu vois, souvent, les prérequis, c'est qu'effectivement, si tu veux faire du React, il faut connaître un peu de JS ou un peu de HTML, etc. Le PHP, c'est pareil, tu vois. Mais alors, s'il y a bien un langage où tu n'as absolument pas besoin de prérequis, justement, c'est le HTML et la CSS. Et c'est pour ça que je recommande de commencer par ces langages-là. Parce que tu n'as pas de prérequis. Le seul prérequis, c'est quoi? C'est de savoir ouvrir un fichier et le sauvegarder. Donc finalement, moi, je recommande à tout le monde de commencer par le HTML et la CSS. Pourquoi? Parce que c'est un langage qui permet de prendre confiance, d'acquérir cette confiance, tu vois, qu'on n'a pas au début. Au début, tu codes, tu connais rien, tu dis est-ce que je vais réussir à faire quelque chose? Ça fait peur et tout. Puis finalement, quand tu te lances dans le HTML, tu te dis ouais, ok, j'ai mis mes balises, ok, j'arrive à faire une page, voilà, j'ai fait ma première page, je suis content, je mets une checkbox, je fais une combo box, je fais un formulaire, je fais un tableau, tu vois. Et du coup, ça démystifie le truc, tu vois. Et du coup, on se sent capable de créer des choses. Et même, on commence à apprendre, parce que ça s'apprend d'apprendre, je sais pas comment on dit ça. Apprendre des choses, savoir apprendre des choses, ça s'apprend. Tu vois. Et quand tu es développeur, tu passes ton temps à chercher de l'information et donc tu apprends à apprendre. Et avec le HTML, tu commences à avoir ce réflexe. Tu vois. Par exemple, tu te dis je cherche à faire un tableau, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller commencer à chercher sur Internet, tu vas aller fouiner sur des blogs, sur des forums, sur la doc, et puis tu vas dire ok, ça fonctionne comme ça. Alors au début, tu vas copier-coller, puis ensuite tu vas essayer d'adapter, et puis tu vas acquérir les bons réflexes pour apprendre un nouveau langage. Si tu apprends le HTML, tu apprends un nouveau langage. Mais ces choses que tu vas apprendre, ça va se répliquer, tu pourras le répliquer pour d'autres langages. Une fois que tu as appris les méthodes pour apprendre un langage de base comme le HTML, CSS, tu pourras par la suite garder ces réflexes pour apprendre d'autres langages. Tu vois, demain, tu diras, ok, voilà, maintenant j'ai pris la confiance, je sais coder, j'ai appris à coder le HTML, ok, demain, s'il faut que j'apprenne le JS, je vais partir de zéro, je vais suivre un tuto, je vais prendre une petite formation, je vais voir comment ça fonctionne et je vais me renseigner sur le net, je vais élargir mes compétences. Mais tu auras acquis cette confiance, tu auras acquis cette confiance tu auras la confiance. Je ne sais pas comment formuler ça, en ta capacité à aller chercher de l'information, l'apprendre, la traiter et l'assimiler. Tu vois, donc ça, pour moi, c'est le plus important. Alors voilà pourquoi je recommande vraiment de partir dessus. Alors je le dis souvent. Le HTML et CSS, c'est nécessaire. Donc pour moi, c'est nécessaire, c'est la base. Il faut commencer par là, mais c'est pas suffisant. Ça veut dire que derrière, tu as peu de chances de trouver vraiment un boulot avec ça. Mais ça te permet, tu vois, même si après plus tard tu fais du bac et que tu feras jamais d'HTML, CSS, même si tu fais du PHP, même si plus tard tu t'orientes vers du C, des choses comme ça où il n'y a pas besoin d'HTML, c'est un langage qui t'aura permis de rentrer dans le monde informatique et le monde de la programmation en te donnant cette confiance, et ça sera jamais perdu, même si tu l'utiliseras pas directement si tu fais des choses back, tu vois. Après, si tu fais du front, tu l'utiliseras, mais c'est même obligatoire, donc il y a pas de souci. D'ailleurs, comment dire, je sais plus ce que j'allais dire. D'ailleurs, j'ai perdu le fil de mon podcast. Oui, je disais derrière, donc il faut que tu pousses vers un langage plus poussé comme PHP, JS, React.js, etc. ou autre, ou des frameworks CSS, front-end plus poussés, du Flexbox, tu verras, toutes ces choses-là. D'ailleurs, justement, là, on est sur la semaine où j'ai réouvert les inscriptions pour la formation CSS pour les non-web designers. Donc, c'est une formation qui reste encore ouverte jusqu'à dimanche soir minuit. Après, ça sera mort. Donc, je sais que je reçois souvent des mails en me disant, allez, tu peux relancer l'offre, ouvrir les inscriptions, etc. Je ne le fais pas parce que c'est pas équitable en fait par rapport aux autres qui ont pris la formation dans les temps. Donc, juste te fais un petit rappel. La formation CSS pour les non-web designers, elle sera retirée. Enfin, les inscriptions seront fermées dimanche soir. Donc, si tu veux profiter de la formation CSS pour les non-web designers, tu
tu as jusqu'à dimanche, tu as le lien en dessous. Alors juste pour rappel, c'est une formation qui est divisée en 9 modules, toujours une intro. En module numéro 2, on revoit les bases. Si tu es débutant, il n'y a pas de souci, on revoit les bases. Je te montre toutes les erreurs de débutant, les balises à ne pas utiliser, etc. La structuration, toutes ces choses-là pour ne pas passer pour un débutant. Ensuite, on verra un module Flexbox, tu vois. Donc comment on utilise Flexbox, quand il faut l'utiliser. On verra la distribution, l'alignement, la réorganisation, la responsivité, tu vois. Maintenant, c'est juste indispensable, tu vois, de connaître ça. Ensuite, on fera un site en Flexbox, donc on va créer une structure de site en partant de zéro. Je peux te montrer qu'on peut faire un site web en quasiment 10 minutes responsive, adapté à toutes les tailles d'écran, mobile, etc. Je te ferai dans le module numéro 6, donc on va parler des frameworks front-end, pourquoi il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Qu'est-ce que c'est aussi qu'un framework front-end? Tu verras que si tu as appris de la CSS, tu as appris les bases et c'est très bien, mais utiliser un framework front-end, ça te donne un avantage énorme, mais en contrepartie aussi, tu as des petits inconvénients et je te présenterai tout ça dans la formation. On verra aussi tous les langages les plus courants, tu vois, que tu retrouves en freelance, tu vois, les frameworks les plus courants en freelance. Ensuite, je te montrerai comment on va mettre rapidement en place Bootstrap 4. C'est devenu tout simplement indispensable de connaître Bootstrap 4. T'as pas besoin là, c'est pas de la programmation avec des books, des if, des else. C'est vraiment, tu vois, c'est lié aux débutants. Enfin, je veux dire, c'est du HTML, c'est de la CSS, ça se fait facilement. Il n'y a pas besoin de compétences de malade, tu vois. Et derrière, tu fais des choses de malade. C'est ça qui est bien. T'as pas besoin de compétences de malade, mais tu fais des choses de malade. Donc, voilà, je vais te montrer ça. Je parlais du système de grid, les composants les plus utilisés. Ensuite, il y a un module. Alors vraiment, il sera concentré sur Materialize, qui est une nouvelle norme qui est en train un peu, ça a été développé par Google pour contrer un peu l'essor de Bootstrap. Bootstrap qui a été développé par Twitter, tu vois. Les deux, ils sont un peu en concurrence. Et là, tu as Materialize qui est en train de revenir en entreprise. C'est très, très, très utilisé parce que leurs composants, ils sont très orientés écran d'entreprise. Tu regardes d'ailleurs Google AdWords, je ne sais pas si tu as AdWords ou Google Analytics ou tous les outils Google derrière, ils sont basés sur Materialize, tu vois, qui est une norme CSS. Enfin, on en parlera dans la formation, on va le mettre en place. Je vais te montrer un peu, c'est une philosophie assez particulière puisque tu as une notion de profondeur. Enfin, on verra tout ça, on verra le système de grid, on verra tous les composants les plus utilisés. Et puis, comme d'hab, à la fin, je te ferai en bonus, tu verras un petit bonus dans le module numéro 8 où on parlera des projets. Donc voilà, pour le détail de cette formation, tu as jusqu'à dimanche soir à 23h59. Je retire cette formation. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu as aimé ce podcast. Je te dis à lundi pour le prochain podcast. Salut.